Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. On va continuer ce cours de physique quantique destiné à la filière SMP semestre S5. On va voir aujourd'hui le chapitre numéro 2 et la deuxième partie. La première partie a été déjà publiée dans une vidéo précédente. Alors, ce chapitre 2, c'est sur le formalisme mathématique de la mécanique quantique. Donc, avant de passer vers le cours, eh bien, je vais donner là quelques références. Il y a certains étudiants qui m'ont demandé des références qu'ils peuvent consulter. Alors, le premier livre, c'est le livre de mécanique quantique qui est composé de 2 tomes de Cohen Tanuji. Donc, c'est un livre qui est un peu gros, qui est bien connu dans le domaine de la mécanique quantique, que les étudiants peuvent consulter. Bien, c'est un cours qui est très, très approfondi, si vous voulez, c'est un livre de base. Donc, il y a beaucoup de choses peut-être qui sont un peu complexes, des choses faciles. Donc, les étudiants doivent bien savoir consulter la partie qu'ils veulent. La deuxième référence, c'est Introduction à la physique quantique. C'est un document qui est en PDF sur Internet, qui est publié par Bouchreha. Donc, c'est un document, vous pouvez donc consulter directement sur Internet. Vous allez trouver la version PDF de ce cours. Il est un peu facile pour les étudiants, donc ils peuvent le consulter facilement. Donc, il est accessible à n'importe quelle personne débutante. Il y a le cours la troisième référence, c'est physique quantique introduction, qui est par Ngo et H. Ngo, donc 2 personnes. Et puis, il y a le livre Mécanique quantique qui est aussi composé de 2 tomes de Messia. C'est un document qui est très, très approfondi. Donc, pour les personnes qui peuvent, si vous voulez, s'approfondir dans la mécanique quantique. Donc, si vous voulez, pour les débutants, il vaut mieux, si vous voulez, voir celui-là en premier, puis celui-là et celui-là. Donc, les 3 premiers sont des livres de base. La cinquième, référence que je donne, c'est ce livre-là, Introduction à la mécanique quantique, qui est par H. Ladik et Chrysos. Bon, là aussi, c'est un livre qui est va être très bon. C'est un très bon livre. Je crois que vous pouvez le trouver sur Internet en version PDF, mais sinon, vous pouvez les consulter en version papier. Voilà. Donc voilà, en réponse aux personnes qui m'ont demandé quelques bibliographies sur la physique quantique. Alors pour notre vidéo là, donc je vais vous donner le plan de cette vidéo. Donc je vais donner la définition de ce qu'on appelle un opérateur linéaire, ce qu'on appelle le commutateur. On va voir la notion de représentation dans l'espace des états, à savoir donc ce qu'on appelle la base discrète, et il y a la base continue. Ensuite, on va donner ce qu'on appelle la relation d'orthonormalisation et la relation de fermeture. Et puis, on va finir par la représentation des vecteurs d'état dans l'une de ces bases-là. Okay? Voilà donc le plan de cette partie, de ce cours sur le formalisme mathématique de la mécanique quantique. Alors, si vous voulez, je conseille les étudiants pour voir la première partie avant de continuer cette deuxième partie. Okay? Alors, on va voir ce qu'on appelle un opérateur linéaire. Eh bien, c'est quoi exactement? Eh bien, l'opérateur linéaire, c'est un objet mathématique dont le rôle, il faut transformer un vecteur d'état qui appartient à un espace en un autre vecteur d'état qui appartient au même espace des états. Bien, donc l'espace des états, je l'ai déjà défini dans la vidéo précédente, donc je conseille pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, il faut bien voir la première partie de ce chapitre numéro 2. Bien, donc un opérateur linéaire qu'on note grand A est une grandeur mathématique, on dit il agit dans l'espace des états. Donc il agissant dans l'espace des états qu'on note d'habitude E, c'est E comme ça. Okay? Alors qu'est-ce qu'il fait cet opérateur? Eh bien il fait transformer un vecteur d'état psi, un ket, donc la définition du ket aussi, il faut le revoir la vidéo précédente. Donc, un ket qui appartient à un espace des états E, on a un autre ket, psi prime, qui appartient au même espace des états.
Hein. Donc, lorsqu'il transforme, si vous voulez, l'opérateur là, il transforme ce quête là en un autre quête qui appartient au même espace, ok? Eh bien, cet opérateur est appelé opérateur linéaire. Alors, l'écriture mathématique de cette transformation, de cette action est la suivante. Donc, soit un psi qui appartient à E, eh bien, l'opérateur A, il va agir sur ce quête psi. Hein, donc, voilà l'écriture mathématique de cette action de A sur un quête qui va donner psi prime. Et ce psi prime, il appartient aussi à E. Hein, donc, il faut qu'il appartienne au même espace des états du quête initial. Alors, quelques propriétés de cet opérateur. Tout d'abord, on va voir ce qu'on appelle l'élément de matrice de l'opérateur A entre deux vecteurs d'état. Vecteur d'état psi et phi. Comment on va l'exprimer? Bien sûr, là, je ne vais pas donner l'expression explicite, mais si vous voulez, en utilisant ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Voilà, il s'exprime de la manière suivante. Donc, voilà le quête psi, donc l'état psi, le voici, et puis le quête phi. Bon, là, quand on met un opérateur entre deux vecteurs, eh bien, un vecteur est sous forme d'un quête et l'autre, il est un bras. Okay. Bon, la dernière fois, quand j'ai défini le produit scalaire, j'ai dit, il y a si vous voulez, le bracket. Bon, on enlève une barre. Mais maintenant, on remet les deux barres correspondant à chaque vecteur d'état. Donc, voilà le quête et voilà le bras, chacun avec sa barre, là. Donc, la barre à droite ici et la barre à gauche. Et puis, l'opérateur, il se met entre les deux. L'opérateur A, il est entre les deux. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le A, là, l'opérateur A, enfin, d'après ce qu'on sait jusqu'à maintenant, il va agir sur le quête psi, il va donner un autre vecteur que j'appelle psi prime aussi, comme tout à l'heure. Okay. Donc le A va agir sur psi, donc il va donner psi prime. Voilà, donc il n'y a plus de A maintenant, donc A psi c'est psi prime. Donc là c'est quoi? Eh bien ça c'est le produit scalaire entre le vecteur psi prime, le nouveau vecteur qui est obtenu par action de A sur psi, avec le vecteur phi. Donc voilà, vous voyez bien, là, une barre a été enlevée, donc c'est la si vous voulez, c'est l'écriture mathématique du produit scalaire. Voilà, donc ça, c'est le produit scalaire de ce nouveau vecteur psi prime avec le vecteur phi. Donc ça, c'est la première propriété de cet opérateur. La deuxième, si on considère un vecteur quête psi qui est exprimé sous forme d'une superposition de deux quêtes. Bon, mathématiquement, une combinaison linéaire. Bien sûr, alpha, bêta sont des nombres scalaires complexes en général. Psi 1 et psi 2, psi, tout le monde appartient au même espace des états psi, ok? Et psi, il est exprimé sous forme de cette superposition. Donc là, on va vraiment parler de la superposition. Eh bien, comment on va obtenir l'action, si vous voulez, le nouveau vecteur psi prime obtenu par l'action de A sur le vecteur psi qui est sous forme d'une superposition? Eh bien, allons-y. Donc, on va écrire psi prime est obtenu par l'action de A sur psi et on va remplacer. On va remplacer psi par cette combinaison linéaire alpha psi 1 plus bêta psi 2. Alors, arrivons là. Donc, là, on a le alpha et le bêta qui sont des scalaires, sont des nombres scalaires, peu importe complexe ou réel, mais en général, ils sont complexes. Eh bien, bon, ce qu'il faut, si vous voulez savoir, c'est que la position des opérateurs et des vecteurs est respectée. Tandis que pour les scalaires, on peut les passer à gauche, à droite sans aucun problème. Donc là, le alpha, il peut passer ici, le bêta aussi, donc il peut passer là, mais le A, il va avancer, donc il va se mettre là devant la barre du quête psi 1, et puis il va s'avancer aussi, il va se mettre devant la barre du psi 2. Ok, donc il ne peut pas sauter dessus. Bon, je veux dire comme ça. C'est-à-dire, chacun reste, s'il est à gauche, il va rester à gauche, ce qui est à droite va rester à droite. Sauf pour les scalaires, elles peuvent passer à droite et à gauche librement. Voilà. Donc, on a alpha A psi 1 plus bêta A psi 2. Ok, donc le A, maintenant, il va agir sur ce vecteur-là, psi 1. Il va agir sur ce vecteur psi 2. Voici. Donc, voilà comment je schématise cette action. Donc, le A, il agit sur psi 1. Et puis, il va agir sur psi 2 pour obtenir deux nouveaux vecteurs que je vais appeler psi prime 1 ici et psi prime 2 dans ce cas. Voilà donc notre nouveau vecteur psi prime, qui est égal à A psi, donc est égal à alpha psi 1 prime plus bêta psi 2 prime. Donc les vecteurs obtenus par action de A sur psi 1, c'est psi 1 prime, et par A, l'action de A sur psi 2, c'est psi 2 prime. Et ce qu'il faut, si vous voulez savoir là, c'est que tous ces vecteurs-là, qui sont sur diapositive, ils appartiennent tous au même espace des états,
psi, psi 1, psi 2, psi prime, psi 1 prime, voilà, psi 2 prime. Okay, donc on reste toujours dans le même espace. C'est un opérateur qui agit, on dit, il agit dans l'espace des états. C'est-à-dire, il transforme les vecteurs d'un espace dans le même espace. Il ne faut pas qu'ils sortent, si vous voulez, vers un autre espace différent. Donc là, c'est plus un opérateur linéaire. Donc voilà donc deux propriétés. Maintenant, on va passer vers une autre propriété qu'on pourra dire quantique, c'est la notion de ce qu'on appelle le commutateur. Pour définir le commutateur, je commence tout d'abord par définir ce qu'on appelle le produit de deux opérateurs. Donc on va considérer deux opérateurs linéaires toujours, A et B. Leur produit est exprimé comme ça. Donc on met A, B. Bon, il n'y a ni point ni rien du tout. Et ce produit-là est bien un autre opérateur qui agit aussi dans le même espace. Voilà, donc voilà notre produit de ces deux opérateurs A et B dans l'ordre. Donc là, je dis le produit de A et B, c'est-à-dire A, ensuite B. Ce n'est pas BA. Donc c'est ça ce qu'on va voir par la suite. Donc j'ai le produit de AB qui va agir sur ce vecteur psi. Alors comment on va manifester cette action? Donc tout d'abord, c'est le B là qui est devant, on dirait, la barre du quête psi. Donc c'est le B qui va agir le premier. Donc la parenthèse va devenir ici. Donc je mets B à l'intérieur d'une parenthèse devant le psi. Donc il va agir le premier sur le vecteur psi et il va donner psi prime. Ok, donc A attend son rôle. Donc vraiment, c'est un tour de rôle en quelque sorte. Et puis maintenant, c'est le A qui va agir sur le psi prime, okay, pour donner un autre vecteur que je vais appeler psi seconde, par exemple. Et tous ces vecteurs-là, ils appartiennent au même espace, E. Donc psi seconde, psi prime et psi appartiennent tous au même espace des états E. Donc le AB est aussi un opérateur linéaire. Donc A est un opérateur linéaire, B est un opérateur linéaire et leur produit aussi. Voilà donc comment on va maintenant définir ce qu'on appelle le commutateur de deux opérateurs A et B. Donc le commutateur, c'est entre deux opérateurs. Donc le commutateur de deux opérateurs A et B est défini comme, voilà donc son écriture par convention. Donc on met le A virgule B et on met ces deux crochets-là. Donc, ce sont des crochets sous cette forme. On ne met pas des parenthèses, on ne met pas des accolades, mais on met les crochets sous cette forme-là. C'est comme ça, par convention, on appelle un commutateur en mécanique quantique. Alors, la définition de ce commutateur est donnée par AB, le produit AB, moins le produit BA. AB moins BA, dans l'ordre, selon, si vous voulez, le A, c'est le premier ici, ensuite virgule B, donc on met AB moins BA. Bon, vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire AB moins BA. On sait qu'en classique, en mécanique classique, ou bien classiquement, mathématique, si je mets le produit AB, eh bien le produit AB égale à BA. Par exemple, je pourrais dire 2 fois 3 est égal à 3 fois 2 est égal à 6, par exemple. Mais pour les opérateurs qu'on va utilisés en mécanique quantique, eh bien, ça, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire, il y a des cas qui sont vraiment assez nombreux. Donc, lorsqu'on calcule le commutateur de deux opérateurs A et B, il est différent de 0. Alors, dans ce cas, si le commutateur est différent de 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir AB est différent de BA. Donc, il n'y a pas la commutativité qu'on connaît classiquement, toujours. C'est-à-dire, on a AB différent de BA. Alors, dans ce cas, on dit que A, les opérateurs A et B ne commutent pas entre eux. Donc, les opérateurs A et B ne commutent pas entre eux. C'est-à-dire, lorsque je mets A, B est différent de BA. Bon, ça apparaît en fait dans les actions. C'est-à-dire, lorsque je vais mettre l'action de AB sur le vecteur psi, ça va me donner psi seconde à la fin. Mais lorsque je vais mettre l'action de BA sur psi, ça va me donner un autre vecteur psi tierce, par exemple, psi 3, qui est différent de ce psi second. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, donc le produit AB est différent du produit BA. Mais il y a des cas où ce commutateur égale à 0, c'est-à-dire AB égale à BA. Donc, il y a des cas aussi en physique quantique qu'on va voir. Alors, dans ce cas, on dit que les opérateurs A et B commutent entre eux. Okay, donc, il y a des cas qui sont majoritaires en quantique, c'est AB différent de BA, mais il y a des cas où des opérateurs commutent entre eux, c'est-à-dire leur commutateur est nul, autrement dit AB égale à BA. Bien, alors je vais donner quelques propriétés de ce commutateur.
qu'on va utiliser souvent. Donc, il faut bien connaître ces propriétés par cœur, hein, par la suite. Alors, lorsque je mets le commutateur de BA, donc là, j'ai inversé l'ordre, eh bien, est égal à moins AB. Lorsqu'on inverse l'ordre des opérateurs dans le commutateur, eh bien, c'est moins AB. Donc, BA, le commutateur de B et A, est égal au moins le commutateur de A et B. Donc, vous entendez bien ce que je suis en train de dire. La deuxième propriété, c'est lorsque j'ai le commutateur de A avec f de A. Alors, f de A est une fonction de A. F de A est une fonction du même opérateur A qui est là. Donc, ce commutateur-là est toujours égal à 0. Donc, lorsque j'ai le commutateur d'un opérateur avec une fonction de lui-même, hein, ce n'est pas d'un autre opérateur, on va voir après, eh bien, ce commutateur est égal à 0. Okay. La troisième propriété, lorsque j'ai le commutateur de A avec une somme de deux opérateurs, B plus C, eh bien là, ça se développe habituellement. Donc, j'ai le commutateur de A et B plus le commutateur de A et C. Donc, AB plus AC. Hein, donc, ça se développe facilement. Maintenant, lorsque j'ai le commutateur de A avec un produit BC, donc là, c'est une somme, et là, c'est un produit. Eh bien, dans ce cas, il y a une expression qui est la suivante. Donc, j'ai ici B multiplié par le commutateur de AC plus le commutateur de AB multiplié par l'opérateur C. Bon, c'est une expression qu'on va démontrer en TD, donc vous allez voir sa démonstration en TD sur la série 1, exercice numéro 2. Bien, la propriété suivante, c'est ce qu'on appelle l'identité de Jacobi. Alors, cette identité de Jacobi, il s'exprime de la manière suivante. Eh bien, j'ai la somme ici de trois commutateurs qui sont, donc je commence ici, le commutateur de A avec le commutateur de BC. Si vous voulez, vous voyez bien si vous voulez, la permutation circulaire. Il y a A, ensuite B, ensuite C. Et puis là aussi, donc le A devient B, le B devient C et le C devient A. Permutation circulaire. Donc BCA, le commutateur de B avec le commutateur de CA, plus une autre troisième permutation circulaire, le commutateur de C avec le commutateur AB. Eh bien, lorsqu'on fait la somme de ces trois commutateurs, eh bien, on trouve que c'est nul, qui est égal à 0. Donc, pour cette identité, je vous conseille de vous amuser un petit peu à démontrer cette égalité-là, enfin cette propriété bien cette identité de Jacobi, et bien sûr en se servant en général de celle-là, là. Je ne sais pas si on va utiliser celle-là, mais plutôt celle-là. Donc celle-là, on va l'appliquer ici. Hein, vous aurez besoin de l'appliquer, donc je vous conseille de faire ce calcul-là si vous voulez. Comme ça, vous allez bien comprendre ces propriétés de ces commutateurs. Mais si vous n'y arrivez, vous pouvez toujours me laisser des commentaires et poser des questions. Je peux vous donner la démonstration. Alors, la dernière propriété que je vais donner, c'est lorsque j'ai le commutateur de B avec le commutateur AB égale à 0, c'est-à-dire B commute avec le commutateur AB, eh bien, dans ce cas, alors, le commutateur de A avec la fonction f de B, c'est une fonction de cet opérateur B, qui est le même qui est là. Le commutateur de A, fonction de f de B, est égal au commutateur de AB multiplié par la dérivée de cette fonction par rapport à l'opérateur B. Donc, le commutateur de A f de B égale au commutateur de AB multiplié par la dérivée de la fonction f par rapport à l'opérateur B. Alors, ces deux, comme j'ai dit tout à l'heure, celle-là, donc là où j'ai mis ces étoiles-là, donc ce sont deux expressions, deux propriétés qui vont être démontrées dans en TD, en travaux dirigés, si vous voulez, sur la série numéro 1. OK? Voilà, donc, mais il faut connaître ces propriétés par cœur. Hein, donc, je vous conseille de les connaître par cœur parce qu'on va se servir par la suite dans le prochain chapitre de ce cours de physique quantique. Bien, donc voilà, si vous voulez, ces propriétés des opérateurs linéaires et de commutateurs entre deux opérateurs linéaires. Alors maintenant, on va voir ce qu'on appelle la notion de représentation dans l'espace des états. Donc, la représentation dans l'espace des états qui est E, c'est-à-dire on va représenter nos vecteurs en choisissant une certaine base qu'on appelle représentation. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire le choix d'une représentation dans l'espace des états E? Eh bien, c'est tout simplement le choix d'une base
orthonormée. C'est comme le choix d'une base que vous connaissez classique. Hein. Par exemple, lorsque je veux représenter un vecteur V avec une flèche, hein, je le représente lorsqu'on travaille à 3 dimensions, c'est la base IJK, la base vectorielle IJK que vous connaissez. Eh bien sûr, là, on n'a pas ce vecteur avec ces flèches, mais on a le vecteur d'état. OK, donc on va les représenter dans une base orthonormée. Alors, en physique quantique, on va avoir affaire à 2 types de bases. Une base discrète qui s'exprime sous cette forme-là, donc UI, et une base continue, si vous voulez qu'on note V alpha. Voilà, donc voilà les 2 types de vecteurs de base qu'on va utiliser, hein, et dans lesquels on va représenter nos vecteurs d'état, hein, et même les opérateurs aussi. Alors, comment vont être représentés les vecteurs d'état, que ce soit les quêtes ou bien les bras? Eh bien, ils sont représentés par leurs composantes. C'est exactement comme les vecteurs classiques. Lorsque j'ai le vecteur R, par exemple, le vecteur R, si vous voulez, la position d'un point dans l'espace, eh bien, ces composantes sont le X, Y, Z. Bien sûr, on travaille à 3 dimensions. Mais là, la dimension, ça dépend de l'espace des états. Peut-être 1, peut-être dimension 2, 3, 4, N. Donc, les quêtes et les bras vont être représentés par ce qu'on appelle leurs composantes. Les opérateurs vont être représentés par leurs éléments de matrice, c'est-à-dire ils vont être exprimés sous forme des matrices lorsqu'on va utiliser, notamment dans le cas d'une base discrète. Donc les vecteurs sont représentés par leurs composantes, les opérateurs sont représentés par leurs éléments de matrice. Alors ce sont des bases, ce sont des représentations dans l'espace des états, donc ce sont des bases. Alors ces bases, doivent obéir à quelques propriétés, hein, donc à quelques conditions pour qu'on puisse les appeler une base. Alors quelles sont les caractéristiques d'une base? Bon, la base orthonormée, donc là je l'ai exprimé en abréviation, donc base orthonormée complète. Hein, donc on va voir ce que c'est. La première caractéristique, la première condition d'une base, c'est qu'il faut qu'elle obéisse à ce qu'on appelle la relation d'orthonormalisation, que je note RON. Donc la base orthonormée et la relation d'orthonormalisation. Alors une base est dite orthonormée, ON, je note ON par la suite, si elle vérifie, enfin la condition que je vais donner tout de suite. Hein, donc elle est dite orthonormée, c'est-à-dire elle obéit à la relation d'orthonormalisation. Si elle vérifie, qu'est-ce qu'elle va vérifier? Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, donc on va avoir 2 types de bases. On va avoir une base discrète et une base continue. Donc maintenant, je vais commencer par la base discrète. Alors, lorsqu'il s'agit d'une base discrète notée UI, il faut que cette base discrète est dite orthonormée. Lorsque je vais avoir le produit scalaire de 2 vecteurs de cette base est égal à delta IJ. Donc voilà 2 vecteurs UI, IJ, leur produit scalaire est égal à delta IJ. Qu'est-ce que c'est delta IJ? Eh bien, c'est le symbole de Kronecker. Bon, je suppose que vous le connaissez, vous l'avez déjà utilisé pour les bases classiques. Hein. OK? Alors, ce delta IJ est égal à 0 si G, I est différent de J, lorsqu'on a le produit scalaire de 2 vecteurs différents, en quelque sorte. Donc, UI est différent de IJ, donc est égal à 0. Mais lorsqu'on a le produit scalaire du même vecteur, hein, du vecteur avec lui-même, eh bien, c'est 1. Donc ça vous rappelle quelque chose que vous connaissez pour les vecteurs classiques. Alors, j'ouvre une petite parenthèse ici. Voilà donc la base classique, la base vectorielle classique, des vecteurs classiques, IJK. Hein. Alors, cette base, elle est orthonormée. Hein. C'est-à-dire, le produit du même vecteur avec lui-même, produit scalaire, du même vecteur avec lui-même, c'est 1. Hein. Et lorsque je fais le produit scalaire de 2 vecteurs différents, là, IJ par exemple, eh bien, c'est 0. C'est-à-dire, ils sont orthogonaux. Hein. C'est pour ça qu'on dit ortho, ça vient de orthogonaux. Et normé, ça veut dire lorsque je fais le produit scalaire du même vecteur, eh bien, c'est 1. Eh bien, c'est la même chose ici. Lorsque je fais le produit scalaire du même vecteur avec lui-même, c'est 1. Et lorsque je fais le produit scalaire de 2 vecteurs différents, eh bien, ces 2 vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire leur produit scalaire égale 0. Donc voilà pour la base discrète. Pour la base continue, qu'on note V alpha, eh bien,
bon, ça c'est une autre expression qui n'a pas d'équivalent classique, eh bien, le produit scalaire de V alpha avec un autre vecteur V alpha prime est égal à delta de alpha moins alpha prime. Alors, ce delta-là, alpha moins alpha prime, c'est la fonction de Dirac dont j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Donc, dans un vidéo du cours du chapitre numéro 1, et puis dans le chapitre, enfin le début du cours du chapitre numéro 2 aussi, et dans une vidéo sur laquelle j'ai donné quelques démonstrations des propriétés de cette fonction. Donc, je vous conseille de revoir ces vidéos précédentes dans lesquelles si vous voulez, je donne plus de détails sur cette fonction de Dirac. Donc, la voici, on l'utilise ici. Donc, le produit scalaire de V alpha prime est égal à cette fonction de Dirac au point alpha moins alpha prime. Voilà. Donc là, c'est la première condition à laquelle obéit une base. Hein? Lorsqu'on veut montrer que c'est une base, donc il faut qu'elle soit orthonormée. Bon, là, il y a un équivalent en quelque sorte classique. La deuxième, si vous voulez, condition à laquelle doit obéir une base orthonormée complète, maintenant, on va, là, si vous voulez, lui donner cette caractéristique, c'est qu'il faut qu'elle soit complète. Hein. Une base est dite complète, et bien s'il vérifie ce qu'on appelle la relation de fermeture. Alors, dans le cas d'une base discrète, voilà comment s'exprime la relation de fermeture dans le cas d'une base discrète. Eh bien, c'est une sommation discrète sur les i des quêtes ui, les bras ui, qui est égal à 1. Alors, 1, c'est l'opérateur identité. Bon, vous connaissez la matrice identité. Hein. C'est une matrice dont les éléments diagonaux sont tous égaux à 1 et les éléments extra-diagonaux sont nuls. Hein. Donc, c'est ça la matrice identité. Eh bien, là, c'est pratiquement la même chose. C'est un opérateur 1, c'est un opérateur identité. Ce n'est pas le chiffre numéro 1, bien la valeur numéro 1, mais c'est l'opérateur 1. Donc là, faites attention. Donc là, j'ai la sommation sur quête bras. Ce n'est pas braquette, hein, parce que braquette, c'est pas. Parce que là, ça va donner un opérateur. Donc, la sommation sur tous les quêtes bras avec le même indice, le même vecteur avec lui-même. Donc, U1, U1, plus U1, plus, U2, U2, plus U3, U3, etc. Toute cette sommation est égale à 1. Alors, dans le cas d'une base continue, eh bien, la sommation, il va être remplacée par une intégrale, par une sommation continue qui s'exprime sous forme d'une intégrale. Hein, donc, on va avoir l'intégrale des quêtes V alpha, brave V alpha, et on intègre sur la variable alpha. Alors là aussi, cette intégrale est égale à 1. Okay? Donc, c'est ça la relation de fermeture, soit dans le cas discrète, dans le cas d'une base discrète, ou bien dans le cas d'une base continue. Hein. Donc, toute cette sommation discrète, sommation continue, doivent être égales à l'opérateur 1, l'opérateur identité. Bien. Alors, comment maintenant on va représenter le vecteur d'état dans ces différentes bases, que ce soit base continue ou bien base discrète? Eh bien, voilà, je commence par dans le cas d'une base discrète. Hein. Alors, le quête, psi, il est représenté par ce qu'on appelle un vecteur colonne, hein, par un vecteur unicolonne en fait. Donc, il est constitué d'une seule colonne. Donc, ça, c'est le cas du quête psi représenté dans la base discrète UI. Donc, voilà comment il s'exprime, ce quête-là, psi, donc le quête psi est égal à un vecteur colonne. C1, C2, Cn, jusqu'à Cn, ça dépend. Bon, le n, c'est la dimension de l'espace des états, c'est-à-dire le nombre de vecteurs qu'on va avoir dans cette base. Là, ça veut dire que I va de 1 jusqu'à n, 1, 2, 3, 4, etc., jusqu'à n. Alors, on peut l'exprimer sous forme de vecteur colonne, comme on peut l'exprimer sous forme d'une combinaison linéaire de ces vecteurs de base. Donc, c'est la même chose. Celui-là est égal à celui-là. Hein. Donc, le quête psi est exprimé aussi sous forme d'une sommation allant de 1 jusqu'à n du CI, les vecteurs II. Alors, les CI, ce sont les composantes de ce vecteur qui sont les mêmes, qui sont là. Et ces CI, ils s'expriment de la manière suivante. Donc, je projette mon quête sur le vecteur de base UI, c'est le produit scalaire de psi sur UI, ça me donne la composante CI, c'est-à-dire psi sur U1, ça me donne C1, la voici. Psi sur U2, ça me donne C2, c'est celle-là, etc. Donc, ces CI sont les composantes de psi. Ah bon, alors là aussi, j'ouvre une parenthèse, si vous voulez, pour vous faire approcher ces notions-là.
en fonction de ce que vous connaissez classiquement. Alors, vous savez qu'en classique, hein, un vecteur V, lorsqu'il est, on travaille à 3 dimensions toujours, et la base, comme je l'ai donné tout à l'heure, IJK, c'est la base qu'on connaît en classique pour chaque vecteur à 3 dimensions, eh bien, c'est VXI plus VY, J plus VZK. Donc, c'est une combinaison linéaire composante multipliée par le vecteur correspondant. Eh bien, c'est la même chose. Donc, cette écriture est la même que celle-là. Enfin, c'est l'équivalent. Donc, ça, c'est classique et ça, sont nos vecteurs quêtes quantiques. De même, ces vecteurs classiques, ils peuvent s'exprimer en fonction de leurs composantes sous forme d'un vecteur colonne aussi. Hein. Donc, ça aussi, classiquement, on peut exprimer un vecteur sous forme de ce vecteur unicolonne, Vx, Vy, Vz. Bon, on ne peut pas dépasser 3 dimensions en classique. Okay. Par contre, ici, les dimensions peuvent dépasser 3 jusqu'à n, etc. Voilà donc pour le quête psi représenté dans une base discrète. Donc, soit comme cette forme-là, vecteur colonne, ou bien combinaison linéaire, comme le cas classique. Donc, voilà une analogie classique pour rapprocher ces notions-là aux étudiants. Alors, dans le cas d'une base continue maintenant, hein, donc on appelle C de alpha, donc ça va être une constante qui va dépendre de la variable alpha. Donc, on va les considérer comme composantes du quête psi dans cette base continue V alpha. Alors, on va écrire cette forme-là sous la forme continue. Donc, on va avoir juste la sommation discrète va être remplacée par une sommation continue qui est une intégrale. Donc, le vecteur quête psi est égal à l'intégrale C alpha, le vecteur de base V alpha, et puis il faut intégrer sur la variable alpha. Avec C alpha, c'est la projection du vecteur quête psi sur le vecteur de base continue V alpha. Bon, c'est la même chose, sauf là, j'ai une base discrète, là, une base continue. Hein, et là, j'ai un C alpha, donc c'est une sorte de fonction de la variable alpha sur laquelle on va intégrer ici lorsqu'on veut exprimer nos vecteurs d'état qui sont les quêtes dans ce cas. Donc, voilà comment on exprime la représentation des vecteurs d'état, hein, quêtes qui sont les quêtes dans le cas d'une base discrète et dans le cas d'une base continue. Alors, on va voir comment on va représenter le bras aussi. Donc, le bras, il va être représenté par un vecteur uniligne. Donc, le quête, c'est un vecteur colonne. Le bras, c'est un vecteur ligne. Et les composantes du bras, eh bien, vont être les conjugués, bien sûr, dans la base, qui est une base sous forme des bras, UI, ce sont les conjugués des CI de tout à l'heure. Hein. Donc, CI étoiles sont les composantes des composantes du quête de tout à l'heure. Ils sont obtenus par la projection du bras, psi, sur les vecteurs de base I. OK, bon, c'est le produit scalaire du bras avec le vecteur de base. Donc, le I qui est là, c'est le même I qui est là. Donc, C1 étoile, c'est psi U1, C2 étoile, c'est psi U2, etc. Alors, je vais commencer par la combinaison linéaire. Donc, le vecteur bras, psi, est égal à la sommation sur I de 1 jusqu'à n de ces composantes qui sont les conjugués de CI correspondant au kit, UI, les vecteurs bras, II, les vecteurs de base, bras, II. Et pour la représentation sous forme d'une ligne, eh bien, c'est la suivante. Voilà donc le bras. C'est un vecteur uniline, donc il y a une seule ligne qui est composée de C1 étoile, C2 étoile, Cn étoile, hein, qui sont ces CI étoiles dont l'expression est la suivante. Alors maintenant, dans la base continue, la base V alpha, hein, alors on va considérer donc les C étoiles alpha, qui sont aussi les conjugués de C alpha qu'on a vu tout à l'heure pour les quêtes. Voilà leur expression. Donc C étoile alpha, c'est la projection du quête psi sur le vecteur de base V alpha. C'est le produit scalaire de psi avec V alpha. Et puis on va écrire sa forme. Donc la sommation, il va être remplacé par l'intégrale, dans ce cas de la base continue. Donc le bras psi est égal à l'intégrale de C étoile alpha, le bras, le vecteur de base qui est le bras ici, V alpha, et puis il faut intégrer sur la variable alpha. Donc voilà comment on représente les deux vecteurs d'état, le quête et le bras. En ce qui concerne les opérateurs, on va les voir prochainement aussi. Maintenant, on va terminer cette partie-là par
la définition du produit scalaire et la norme en se servant de ces bases-là, en se servant de la base hein, qu'on a considérée, qui est le UI, qui est la base discrète UI. Comment on va exprimer le produit scalaire dans ce cas? Donc, je considère deux quêtes, psi et phi, qui sont représentées dans la base discrète UI, ok? C'est-à-dire, on va les exprimer sous la forme combinaison linéaire en fonction de cette base, en fonction de ces vecteurs de base. Alors, dans ce cas, le psi, c'est la sommation sur i. Alors, les composantes du quête psi maintenant, c'est ai, hein, et le vecteur phi, ses composantes sont bi. Hein, donc, on va les appeler bi ici, et les ai pour le psi. Okay? Alors, ces composants s'expriment comme la définition que j'ai donnée tout à l'heure pour les ci. Pour le ai, c'est qui est la composante du vecteur psi, et bien c'est psi scalaire, le vecteur de base ui. Dans le cas du vecteur quête phi, les composantes sont bi sont définies par le quête phi projeté sur la base ui, ou bien le quête phi scalaire, le vecteur ui, le vecteur de base ui. Qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, on veut exprimer maintenant le produit scalaire de ces deux vecteurs psi et phi. Eh bien, produit scalaire, on l'a déjà défini tout à fait au début de ce cours-là. Voilà, c'est sa forme implicite. Hein. Bon, on les met ensemble comme ça et on enlève une barre. Hein, mais normalement, ce sont deux barres qui se rencontrent, la barre du quête et la barre du psi. Mais lorsqu'on écrit le produit scalaire de deux vecteurs, eh bien, on enlève une barre, on ne garde qu'une seule. Mais maintenant, on a besoin de remettre ces deux barres. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va travailler un petit peu, on va utiliser ce qu'on vient si vous voulez, de connaître jusqu'à maintenant. Eh bien, maintenant, je vais utiliser la fameuse relation de fermeture que j'ai abrégée tout à l'heure, RF. Hein, la relation de fermeture, c'est-à-dire, je vais introduire entre le quête psi et le bras phi, je vais introduire l'opérateur identité 1. Voilà, donc maintenant, on remet les deux barres correspondantes, la barre correspondante au quête et la barre correspondante au bras phi. On met l'opérateur identité 1 là, ok? Or, on a vu que la sommation sur i des quêtes ii, ii est une base complète, donc il vérifie la relation de fermeture. Donc, je remplace l'opérateur identité en fonction des vecteurs de base. Voilà. Donc, le 1 est égal à cette sommation-là, la sommation sur le i, les vecteurs quête ui, bras ui. Bien sûr, les vecteurs psi et phi sont toujours à leur place. Hein. Donc là, j'ai toujours le quête, là, j'ai toujours le bras. Hein. Voilà, donc c'est tout ça. Je rappelle que toute cette sommation-là est égale à l'opérateur 1. C'est ça ce qu'on a appelé la relation de fermeture. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Eh bien, maintenant, on va prendre cette sommation sur i et puis on va la faire passer à gauche ici. Voici. Donc, on prend cette sommation, on va la faire passer à gauche. Hein, et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, là, j'ai le bras phi qui va le reculer, qui va s'approcher un petit peu. Il va trouver le quête ui ici. Donc, il va rencontrer ce quête. Là, le quête psi, il se rapproche, il va rencontrer un bras ui. Donc, chaque bras se met avec le quête qui est devant lui, ou bien et inversement. Donc, voilà ce qu'on va avoir. Donc, voilà, on a fait passer la sommation à gauche, la voici. Voilà notre bras phi avec le quête ui, qui est ce terme-là, phi ui. Et voilà ce quête psi avec le bras ui, qui est celui-là. Donc, vous voyez bien qu'on a enlevé une barre. Hein. Donc là, il y a deux barres. Lorsqu'on fait le produit scalaire de deux vecteurs, on enlève une barre. Alors, arrivons à cette étape-là, on reconnaît ces termes-là qui sont là. Je commence par celui-là, là. Hein, donc, le bras phi sur ui, eh bien, ce n'est autre que le conjugué de ce produit scalaire, phi ui. Donc là, j'ai phi qui est le bras sur ui, ok? Donc ici, c'est le conjugué de la composante bi, c'est-à-dire c'est bi étoile. Alors, on va l'écrire, la voici. Donc, je remplace ce produit scalaire phi ui par pi étoile. Le deuxième produit scalaire ici, eh bien, je suppose que vous allez voir ce que c'est. Eh bien, ce n'est autre que cette composante AI, hein, qui est la composante du quête psi.
lorsque je projette le psi sur le vecteur UI. Alors là aussi, on va la remplacer. Hein. Voilà, donc, autrement dit, mon produit scalaire de deux vecteurs psi et phi est égal à la sommation du produit des nombres scalaires BI étoile AI, c'est-à-dire je vais avoir B1 étoile A1 plus B2 étoile A2, etc. Hein. Donc, c'est comme le produit scalaire que vous connaissez habituellement lorsque vous faites le produit scalaire de deux vecteurs V1, V2. Hein. Par exemple, vous allez avoir V1X V2X plus V2X, pardon, V2Y, pardon, V1Y, V2Y, etc. Mais par contre, ici, on a si vous voulez, on a les conjugués, parce que là, il s'agit d'un bras, okay, un bras dont la composante, c'est le conjugué de cette composante. Ce n'est pas BIAI, mais c'est BI étoile correspondante à la composante de ce bras-là. OK? Bien. Alors, on va déduire finalement la norme d'un vecteur. Bien, la norme, c'est le produit du vecteur c'est le produit scalaire du vecteur avec lui-même, donc psi psi. C'est-à-dire là, le BI, c'est BI étoile, c'est A étoile. Hein. Et donc, c'est une sommation de AI étoile et AI. Et ça, c'est ce qu'on appelle le module de AI au carré. Hein. Donc, on prend toutes les composantes du vecteur psi et on fait la sommation de leur module au carré. Hein. Donc, c'est AI là. Hein, parce qu'on donne l'expression explicite. Donc, c'est le module de A1 au carré, plus le module de A2 au carré, plus le module de A3 au carré, etc. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la norme d'un vecteur psi. Voilà, donc voilà, c'est la fin donc, de cette deuxième partie de ce chapitre numéro 2. Hein. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et puis, donc, on va continuer dans les prochaines séances, dans les prochaines vidéos. Voilà, merci.